Donc je vous laisse vous installer. Et puis, avant de lancer donc, le débat donc, dans le cadre de cette première table ronde sur donc, le patrimoine comme vecteur d'un projet de territoire, donc, nous allons écouter donc, Marie-Marthe Fauvel donc, de l'agence de Besançon qui va justement nous présenter un premier cas de lien fort, bien sûr, entre patrimoine et projet territorial. Merci. Bonjour à tous. Alors, normalement, il y a un PowerPoint qui correspond à ma présentation. Donc, voilà, merci. Je suis donc chargée d'études projet de territoire à qualité urbaine à l'agence d'urbanisme de Besançon. Je pense que c'est peut-être intéressant de préciser d'entrée que l'agence de Besançon est la première agence d'urbanisme à avoir mené intégralement de A à Z l'élaboration d'un dossier de candidature au patrimoine mondial. Et quand je dis de A à Z, c'est de l'idée, on va le voir tout à l'heure, à la réalisation du dossier scientifique en lui-même et des premiers plans de gestion qui ont posé les fondements en fait, de la gestion des sites par la suite. À ce titre, donc, il m'a été demandé de vous présenter en quoi finalement l'inscription au patrimoine mondial peut faire projet politique sur un territoire, c'est-à-dire en quoi finalement l'inscription, la candidature et la candidature à l'inscription permettent de construire un territoire. Ça fait du bruit. Voilà. Permettent de construire un territoire et d'avoir un discours finalement sur son territoire. Mon propos tiendra en 3 points essentiels, à savoir, merci beaucoup, à savoir d'une part comment justement le discours construit autour de la candidature du patrimoine mondial permet d'obtenir un discours sur le territoire à proprement parler, comment les plans de gestion permettent de gérer c'est une évidence, mais permettent d'apporter en fait un mode de gestion adéquat en fait à ces sites patrimoniaux une fois que l'inscription est obtenue. Et puis bien sûr, on parlera rapidement de l'appropriation citoyenne. Mais avant toute chose et rapidement en introduction, je vais quand même vous parler un tout petit peu de Besançon et des fortifications de Vauban. Simplement rappeler que le site de Besançon, c'est quand même un site assez extraordinaire qui se situe au cœur, la ville a été construite au cœur d'un méandre du Doubs, qui a cette particularité d'être quasiment fermé et quasiment rond en fait, ce qui fait dire à César, le Doubs entoure presque la ville entière d'un cercle que l'on dirait tracé au compas. Naturellement fortifié, ce site va être fortifié ensuite nécessairement par les hommes au cours des siècles, et c'est Vauban qui va apporter sa contribution la plus importante au XVIIe siècle, dans le dernier tiers du XVIIe siècle, en fortifiant de manière très importante le site de Besançon. Donc Vauban, c'est l'ingénieur militaire de Louis XIV. Il se rend à Besançon donc, dans les années 70 jusque dans les années 95, où il fortifie la ville de manière importante. L'intérêt en fait de cette candidature, enfin le principe essentiel de l'art de Vauban, c'est d'avoir finalement révolutionné littéralement les fortifications, l'art de la fortification et l'art de la citadelle, et en particulier en s'adaptant aux sites. C'est-à-dire que Vauban s'appuie toujours sur les sites pour pouvoir fortifier les places. Il va donc utiliser les matériaux locaux, il va donc s'appuyer sur la topographie, il va donc s'adapter également aux fortifications qui existaient déjà au préalable. Ce qui lui fait dire, l'art de fortifier ne se constitue pas dans des règles et des systèmes, mais dans le bon sens et l'expérience. À Besançon, pour vous donner un petit peu une idée de la façon dont ces fortifications s'organisent, on a ici la citadelle de Besançon, qui est l'élément principal qui... Bon, je ne vais pas pointer parce que c'est compliqué, mais l'élément principal que vous voyez sur la première photo. Vous avez également une enceinte urbaine qui fait le tour de la boucle et qui protège la boucle, donc vous le voyez sur le plan. Et puis, au nord-ouest, vous avez le Fort Griffon qui constitue également une sorte de petite citadelle. Ah, c'est là. Voilà. Donc quelques images également pour que vous compreniez bien, avec en plus une innovation de Vauban qui consiste à organiser le long des enceintes de l'enceinte urbaine un certain nombre de forts bastionnés, particulièrement résistants, dont les murailles sont particulièrement épaisses, avec 2 étages de feu. Mais la candidature des fortifications de Vauban, ce n'est pas seulement Besançon. Besançon ne présente qu'une palette déjà importante, mais pas tout à fait exhaustive, de l'art de la fortification développée par Vauban. Et la candidature des fortifications de Vauban, c'est une candidature en série, la première candidature en série menée en France, et cette candidature donc va réunir 12 sites.
répartis un peu partout en France, avec des caractéristiques assez hétérogènes qui présentent justement les multiples facettes de l'art de Vauban. Donc on a des sites de bord de mer, des sites de plaine, des sites de montagne, on a des fortifications dont les typologies présentent des différences d'un site à l'autre. Donc on a des citadelles, on a des remparts, on a des villes qui sont construites ex nihilo, vraiment dans un principe défensif. Donc ici vous avez en haut l'île de Tatillou, ensuite la forteresse de Blaye et ensuite la ville de Briançon. On arrive on en reparlera tout à l'heure, mais donc l'inscription a lieu le 7 juillet 2008 à Québec, lors de la 32e session du Comité du patrimoine mondial. Les 12 sites sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial selon un certain nombre de critères, en fait, qui définissent la valeur universelle exceptionnelle, la fameuse VUE. Celle-ci se décline de la manière suivante. L'évolution, les fortifications sont inscrites au titre de l'évolution des conceptions défensives de Vauban, d'une déclinaison géographique complète, on vient de l'évoquer, des sites de plaine, de bord de mer et de montagne, des types d'ouvrages, des villes neuves, ex nihilo, je disais, des tours, des forts, des enceintes urbaines, des citadelles, la transformation d'ouvrages préexistants, donc Vauban a complètement transcendé certains ouvrages défensifs, et puis bien sûr l'authenticité, l'intégrité et l'état de conservation des sites qui sont proposés. Une fois cette petite introduction effectuée, simplement commencer mon propos en vous expliquant que je vais mettre l'accent sur la candidature. Pourquoi ? Parce que la candidature, finalement, donc à Besançon et ensuite dans les différents sites, a été à l'origine de l'émergence de construction de territoire. À Besançon, c'est très net. On est bien dans l'écriture d'un discours collectif qui vient fonder, en fait, cohésion, identité et projet territorial pour la ville de Besançon. Ça commence en 2002. On est un an après la création de la toute jeune agglomération de Besançon. Paulette Guinchard-Kunzler, qui est alors conseillère municipale de la ville de Besançon, secrétaire d'État aux personnes âgées sous le gouvernement de Lionel Jospin, présidente de l'ODAM, est aussi très investie dans l'idée que l'agglomération est un concept novateur qu'il faut pouvoir mettre en place sur le territoire de Besançon, estime qu'il faut des projets, un certain nombre de projets qui permettent non pas tellement de construire l'agglomération en tant que telle, mais bien de motiver surtout les différents acteurs autour de la construction d'un projet de territoire. Et c'est la raison pour laquelle la potentialité d'une candidature à l'inscription des fortifications de Besançon dans un premier temps sur la liste du patrimoine mondial est évoquée lors de la présentation du lancement officiel du projet de territoire de Besançon et de son agglomération. Donc c'est intéressant parce que d'emblée, en fait, la candidature est proposée comme un élément fédérateur qui peut, à un moment donné, construire un projet de territoire et donc un projet politique. Par la suite, les choses vont aller dans un premier temps assez lentement, puis assez vite. Entre 2002 et 2004, on travaille sur ce projet fou, ce qui était vraiment qualifié de projet fou, projet intuitif. On commence à rassembler un certain nombre d'éléments. C'est à ce moment-là que l'agence d'urbanisme est mobilisée. Les premiers argumentaires sont mis en place. On s'associe en fait à un chercheur, Nicolas Fauchard, qui est archéologue et historien des fortifications, expert sur la question des fortifications en France. Et peu à peu, on organise un groupe de travail pour pouvoir construire un premier argument qui, dans un premier temps, n'est pas très clair. C'est-à-dire que les élus, les acteurs ont conscience qu'on a effectivement des atouts à Besançon. Le site des collines, le site des rives du Doubs, bien sûr la citadelle, les fortifications, mais le discours n'est pas clair. Et puis, on se pose donc la question, sous quel angle, en fait, puisqu'il faut trouver un angle d'abord pour approcher la question du patrimoine mondial. Donc, est-ce que c'est un angle naturel, pour le coup, les méandres du Doubs, le Doubs? Est-ce que c'est un angle plutôt culturel, les fortifications à proprement parler? Est-ce que c'est un angle mixte? Donc, on a cette difficulté aujourd'hui, à ce moment-là, à comprendre réellement ce qu'est ce patrimoine qu'on veut pourtant faire reconnaître au patrimoine mondial. En 2004, une première concertation avec le ministère de la Culture permet de franchir un premier pas, c'est-à-dire que le ministère de la Culture propose à la ville de Besançon d'aller rencontrer d'autres sites, puisqu'en fait, ils se rendent assez rapidement compte que Besançon présente donc un certain nombre de facettes du génie militaire de Vauban, mais pas toutes les facettes. Donc, des rencontres vont commencer à être organisées avec les différents
différents sites qui seront retenus ensuite sur la liste du patrimoine mondial, des rencontres, des études scientifiques, et là on commence à aller beaucoup plus vite. En 2005, on assiste à un tournant, puisqu'en 2005 est créé le réseau des sites majeurs de Vauban. Là, les différents sites qui sont rencontrés, qui sont retenus dans une première liste, pour pouvoir constituer un argument très précis sur la valeur universelle exceptionnelle potentielle des fortifications de Vauban, ces sites se réunissent, s'organisent, et là déposent une candidature très officielle auprès de l'État français pour pouvoir proposer les fortifications de Vauban à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Tout ça paraît être des dates qui se suivent. En fait, il y a là véritablement la construction d'un discours qui prend du temps et qui se fait dans le tâtonnement, en fait, en quelque sorte. Donc je pense que ça, c'est très important de le comprendre. C'est d'autant plus important de comprendre qu'à Besançon, le doute subsiste, en fait, sur le bien fondé de la candidature, sur les chances de réussite de la candidature. Mais au fur et à mesure de la démarche, on se rend compte que la mobilisation en fait, des acteurs institutionnels et puis ensuite des acteurs citoyens devient de plus en plus importante. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience qui se fait et qui construit petit à petit un discours aussi sur les spécificités du site de Besançon en lui-même. Site de Besançon qui, en plus, sera la tête de pont du réseau des sites majeurs de Vauban et globalement de la candidature tout au long de la démarche. En 2006, la DAPA valide la liste définitive des sites. Et la suite, on la connaît, donc je l'ai dit tout à l'heure, en 2008, le 7 juillet 2008, effectivement, les fortifications de Vauban seront reconnues au patrimoine mondial. Voilà pour la démarche de maturation et de reconnaissance, d'appropriation du projet. Évidemment, un élément extrêmement important quand on parle de projets politiques liés à l'inscription du patrimoine mondial et de projets territoriaux, c'est les plans de gestion. Les plans de gestion, il faut avoir en tête que pour l'UNESCO rappelle régulièrement à l'État et aux gestionnaires de biens que l'inscription au patrimoine mondial, bien entendu, n'est pas une fin en soi. D'une part, la déclaration de Budapest rappelle que les États sont invités à veiller au maintien d'un juste équilibre entre la conservation, la durabilité, le développement, de façon à protéger le bien. Et puis, les orientations qui guident la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial exprime très clairement l'idée que chaque bien proposé devra avoir un plan de gestion adapté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle exceptionnelle du bien doit être préservée. Donc ce n'est pas une formalité et c'est une condition sine qua non pour l'obtention de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. C'est une condition sine qua non qui permet du coup de concevoir d'emblée un projet de territoire qui est conçu comme un outil intégré et exigeant de transmission du patrimoine. Les plans de gestion s'appuient sur la VUE et sur les caractéristiques architecturales, urbaines, touristiques, économiques, culturelles, etc. Des sites. Ils énoncent des ambitions et des objectifs pour la préservation et la transmission du patrimoine. Ils comportent un calendrier de réalisation et des moyens financiers précis qui sont liés à des actions elles-mêmes précises et clairement identifiées. Donc on prend en compte les risques, on propose des solutions. Et on organise une stratégie coordonnée des acteurs, ce qui permet de mettre en place un référentiel commun et partagé pour pouvoir gérer ces sites. Évidemment, l'appropriation citoyenne, je le disais tout à l'heure, est essentielle dans le fait de pouvoir constituer et instituer l'inscription comme un projet politique pour le territoire. Alors à Besançon, dès le départ, dans l'article que je vais vous montrer tout à l'heure où Paulette Guinchard exprime pour la première fois son projet fou, elle dit dès le départ en fait que une telle idée d'inscrire Besançon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ne pourra pas s'affranchir d'un portage des citoyens et des habitants. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, notamment en termes de mobilisation, des comités de soutien, une liste de soutien que les Byzantins peuvent signer. Voilà. Après, j'ai pas énormément d'éléments sur cette question-là pour Besançon, donc je vais me permettre de switcher rapidement sur la campagne, la candidature en fait des coteaux maisons et caves de Champagne. J'ai quelques éléments un peu plus précis qui vous montrent un peu aujourd'hui l'ampleur que peut prendre cette nécessité d'appropriation par les citoyens. À Reims, donc, c'est une centaine de réunions d'information, plus d'une centaine maintenant, je pense d'ailleurs, de réunions d'information et d'échanges par an qui ont été menées depuis 2006. C'est 150 contributeurs aux commissions thématiques, donc des commissions thématiques qui permettent de réfléchir à la gestion durable du bien, des comités de pilotage locaux,
avec les propriétaires et les gestionnaires des sites. Des expositions et des ateliers pédagogiques. En 2012, on était déjà à peu près 150 ateliers pédagogiques menés chaque année, non, pardon, pas chaque année, mais en tout, depuis le début de l'aventure de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Et tous ces éléments viennent participer, bien entendu, à l'élaboration des plans de gestion, qui deviennent donc participatifs. Je vais très vite, hein. Évidemment, je pourrais répondre à vos questions par la suite. Mais en guise de conclusion, je voulais simplement préciser 2 petites choses. D'une part, dans la construction de ce discours qui fait rejaillir en fait un discours construit également sur le territoire à proprement parler, je pense que la notion du temps elle est extrêmement importante. On le voit bien sur la petite frise là qui résume en fait les différentes étapes sur lesquelles je suis passée assez rapidement, donc les différentes étapes de la candidature. On voit bien que la dimension initiation et la dimension qui essaie de convaincre en fait de l'intérêt d'une candidature prend du temps. Et ensuite, on va beaucoup plus vite. Donc, il y a cette capacité, enfin, ce besoin en fait de donner du sens à un moment donné à la protection du patrimoine et à ce patrimoine qu'on veut réintégrer, réinjecter dans les projets urbains par la suite, elle est essentielle. Par ailleurs, évidemment, c'est une évidence, mais il me semble que c'est important de terminer là-dessus. C'est que bien sûr, aujourd'hui, l'inscription au patrimoine mondial, elle est au cœur de tous les projets menée sur le territoire de Besançon. On la retrouve dans les projets urbains, on la retrouve dans la planification. Je vous ai mis des extraits ici de quelques éléments de Scott, en fait, du schéma de cohérence territoriale, qui bien sûr s'appuie sur l'inscription sur la liste du patrimoine mondial des fortifications de Vauban. On la retrouve évidemment dans tous les documents qui cadrent les politiques publiques, touristiques, culturelles, etc. C'est une évidence et pourtant, finalement, aujourd'hui, on se pose encore à Besançon des questions sur l'accessibilité, par exemple, de la citadelle, qui, je vous le rappelle, donc, était par nature un site qui devait être imprenable et qui aujourd'hui est assailli par les touristes. Donc ces questions-là, concrètement, elles continuent à se poser. Les documents de planification ne donnent pas forcément de solution. Les projets urbains répondent qui sont menés donc, à proximité de la citadelle, répondent à certaines problématiques précises, mais il reste un certain nombre de questions à résoudre, qui sont des questions que beaucoup de sites aujourd'hui se posent, beaucoup de sites classés au patrimoine mondial se posent. Voilà. Merci pour cette première présentation donc, qui nous permet de rentrer dans le sujet de cette interaction entre patrimoine et projet de territoire, alors avec effectivement un patrimoine par principe exceptionnel puisqu'il est reconnu comme patrimoine mondial. On en aura d'autres exemples dans cette table ronde. Donc je ne vais pas vous présenter tout de suite un par un nos différents intervenants puisque d'abord vous avez leur nom qui s'affiche au-dessus de leur tête avec quelques-unes de leurs qualités. Peut-être que s'ils ont besoin de préciser des choses sur leur fonction, choses qui seraient utiles à leur propos, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Je vais tout de suite passer la parole à Françoise Gattel, que j'ai envie de questionner sur cette interaction donc, entre donc, richesse patrimoniale, mais vraiment entendu dans tous les sens du terme, des patrimoines, puisque je crois que pour toute la journée, on l'a compris, on ne parle pas que du patrimoine culturel, mais aussi du patrimoine naturel, du patrimoine matériel comme du patrimoine immatériel. Donc vous êtes une élue locale. La discussion qu'on a eue a permis de mesurer combien vous étiez attachée à votre commune, à votre ville, mais vous êtes aussi sénatrice et présidente des petites cités de caractère, ce qui vous donne aussi une vision nationale sur ce sujet, des liens entre patrimoine et projet de territoire. Donc comment voyez-vous les choses et comment les faites-vous vivre à ces différents échelons territoriaux? Merci beaucoup. Bonjour. Je suis très heureuse de participer à ce colloque et j'aime beaucoup cette maison parce que j'y étais déjà hier pour rencontrer des étudiants qui bientôt travailleront sur les questions de patrimoine ou d'environnement. Alors moi j'ai beaucoup aimé le reportage que l'on a vu tout à l'heure parce que les gens de la rue parlent avec, je trouve, beaucoup de vérité, de sincérité et de différence de ce qu'est le patrimoine. Et nous avons souvent des discussions entre élus sur le patrimoine. Le patrimoine, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que c'est une gêne? Est-ce que ça coûte cher? Donc, on a un regard au mieux indifférent ou un regard
plutôt hostile, ou est-ce que le patrimoine, c'est tout autre chose? Et au travers de ce qui a été dit, moi j'ai beaucoup aimé la façon dont les gens spontanément en parlent. Dès lors que l'on pense que le patrimoine, c'est l'histoire de l'humanité, c'est la vie des hommes. Parce qu'au-delà du patrimoine, il y a des gens que l'on contemple aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont construit à un moment par rapport à ce qu'était une société. Donc ça avait du sens dans mon association de petites cités de caractère. Alors ce sont des petits villages, on a des communes de 700 habitants qui à un moment ont été dans leur histoire évêchés, qui ont pu être une place forte militaire. Voilà, donc ça explique comment les choses ont évolué et comment les territoires ont évolué. Et je pense que le patrimoine, je le disais hier, pour reprendre un mot d'un professeur de la Sorbonne qui s'appelle René Dumont, qui dit que les territoires doivent trouver leur génie, c'est-à-dire ce qui va faire qu'ils vont avoir une identité, ils vont avoir une force, ils vont être attractifs pour les habitants et les touristes. Et moi, je pense que le patrimoine, qu'il soit majestueux, qu'il soit simple, qu'il soit ordinaire, c'est souvent le génie des territoires. Alors, il y a des territoires dont la vitalité, le dynamisme pourrait se passer de patrimoine parce qu'ils ont la chance, dans leur époque d'aujourd'hui, d'être dans un cycle très dynamique. Et puis il y a d'autres territoires qui sont le fruit de l'histoire et qui n'auront aucune vie, aucun avenir, si on n'utilise pas le patrimoine pour un levier de développement. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que les habitants d'une commune sont souvent plus que très attachés à leur patrimoine. Ils ont une fierté et c'est eux qui portent, donc parfois on n'a même pas à faire adhérer, ils portent ça et ils ne pardonneraient pas aux élus de ne pas s'intéresser et de ne pas négliger. Alors après, c'est parfois un peu compliqué, mais je pense que le patrimoine peut être le trésor d'un territoire, ce qui va rapporter, quand je dis rapporter, ce qui va amener du dynamisme et de l'économie, et surtout ce qui va faire, alors pour employer des mots qu'on emploie aujourd'hui, société et cohésion sociale, parce qu'on dit toujours, dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. Et je pense que quand vous habitez dans un lieu qui a une histoire, qui a une forme d'harmonie ou de beauté, vous êtes différent de celui qui habite dans un autre lieu. Et il faut savoir faire cohabiter la vie dans un lieu patrimonial. Quelqu'un parlait tout à l'heure de la difficulté de transformer un site qui était une forteresse imprenable en un site ouvert au grand public. Eh bien, on sait que dans nos villes et dans nos villages, des châteaux forts, des châteaux, des maisons anciennes peuvent parfois être difficiles à rendre à la vie aujourd'hui. Donc, comment on fait? Et je crois que l'enjeu qui est le nôtre à nous élus, c'est de faire que ce patrimoine qui est comme le fil de la vie, il ne soit pas pétrifié et qu'on ne soit pas simplement à l'ouvrir aux touristes qui vont traverser nos communes en hordes, parfois un peu sauvages, et puis contempler un décor qui n'est plus qu'un décor. Mais c'est comment on y met de la vie et comment on donne un usage contemporain. Alors moi j'ai beaucoup aimé la question sur est-ce que dans une chapelle on peut faire des logements par exemple. Je ne sais pas, ceci dit c'est une vraie question. Et pourquoi pas, moi ça me gêne pas. Et en même temps, j'aime beaucoup l'idée de garder l'esprit du lieu quand on peut. Alors je vais prendre un exemple. Donc moi je suis maire d'une commune en Ille-et-Vilaine, 7500 habitants, qui fut une place de défense de Bretagne. Donc il y avait un château fort au XVIIe siècle, il n'y avait pas d'ABF. Le seigneur de l'époque, il a rasé la moitié du château fort en disant c'est absolument invivable, ces endroits, c'est inconfortable. Moi, je voudrais vraiment un château un peu à la campagne. Alors, vous mettez tout ça par terre, vous me refaites un grand château classique. Et aujourd'hui, nous avons un ensemble harmonieux, pour reprendre ce que disait le monsieur tout à l'heure, qui fait qu'on a à la fois un donjon du XIIe et on a une partie du XVIIe ou du XVIIIe. C'est extrêmement harmonieux et ça montrait qu'on a pu transformer, vivre et ne pas casser. Puis à côté, on a une chapelle du XIIe qu'on a réussi à restaurer. Alors c'était la chapelle des seigneurs, ensuite elle a été ouverte aux habitants et nous venons de la transformer en centre d'art. Et lors de l'inauguration, j'ai invité l'archevêque pour, voilà, parce qu'à un moment l'église a été sacrée, et je lui dis, Monseigneur, nous avons rendu aux hommes
ce que Dieu nous avait emprunté pendant un moment. Et il m'a dit, mais Madame le maire, vous n'avez rien volé à Dieu, puisque vous avez gardé à ce lieu une fonction spirituelle, puisque c'est de là, et c'est très juste. Et donc je trouve qu'il y a des usages contemporains assez remarquables, et si on veut faire adhérer les habitants à la valeur de ce patrimoine, il faut leur permettre de le vivre, de l'habiter et de l'utiliser dans un usage ordinaire, mais qui apporte juste de la beauté, de l'esthétisme et de l'harmonie. Merci. Donc cette manière de faire vivre les lieux, déjà donc en conservant la structure physique, on va dire, mais ça ne suffit pas, et on le sait, protéger un monument même avec l'outil le plus puissant, ça peut ne pas du tout empêcher que le bâtiment se dégrade et tombe par terre. Alors je vais demander à Julie Gaujard, donc c'est un peu honneur aux dames hein, pour commencer cette table ronde, mais c'est comme ça. Voilà, je vais demander à Julie Gaujard, donc architecte dans une agence qui est, normalement, je pense que c'est déjà en service, dans une agence qui, j'espère ne pas me tromper, c'est un peu spécialisée sur des espaces patrimoniaux, donc avec une richesse patrimoniale qui est toujours présente, qui est variable. Enfin, je pense que vous allez nous donner juste quelques échantillons de type de terrain, et puis nous présenter justement un de ces terrains, puisque voilà, quand on est les mains dans le cambouis, comme le sont les élus également, comment on fait pour intégrer cet enjeu patrimonial dans une démarche de projet très généralement portée par les pouvoirs publics. Voilà, donc la parole est à vous pour nous présenter votre travail et puis un exemple de cet équilibre entre le projet, le développement et la mémoire. Merci beaucoup. Je vous remercie de me donner l'occasion, effectivement, de vous présenter ce projet. Je crois que je vais avoir besoin de cet outil. Voilà. Donc, en introduction, effectivement, pour présenter un petit peu notre pratique, on est une agence installée à Grenoble depuis une petite vingtaine d'années. L'agence a été créée au départ par Gilles Marty, son directeur, pour proposer des solutions d'innovation pour des sites sensibles, comme des sites archéologiques, des sites comme ça, avec des besoins très particuliers. Donc, notre première réalisation, ça a été les aménagements du site de Lascaux 2, qui à l'époque n'arrivait pas à obtenir de permis de construire pour aménager les équipements d'accueil du public. Donc on a pu les sortir de cet écueil-là. Et donc voilà, ça a été le début de notre travail sur des sites classés, des sites UNESCO, des sites où il y a du patrimoine protégé en France et puis aussi maintenant à l'international. Donc en fait, nous on travaille au quotidien avec les ABF, avec les inspecteurs des sites, avec les DRAC sur comment faire justement pour faire le passage entre un déjà là et qui est parfois protégé et puis un devenir. Et on travaille toujours sur des sites où il est question à la fois de patrimoine, alors souvent dans différentes dimensions, naturelles, culturelles, bâties, mais aussi d'économie, de fréquentation touristique, d'usages culturels, sociaux, où on a souvent plusieurs collectivités qui sont intéressées à un même projet, avec des visions qui ne sont pas toujours convergentes au départ. Effectivement, on s'attache à construire la cohérence progressivement de ces projets sur ces différents sujets. Et c'est pareil, je voulais rebondir avec ce que disait la personne sur la question de l'harmonie, parce que on dit souvent que toutes nos démarches visent effectivement à apporter un état ou en tout cas une dynamique d'harmonie durable sur les sites sur lesquels on travaille entre ces différentes dimensions et entre ces différents acteurs. Donc après cette introduction, je vais passer tout de suite à l'exemple que j'ai souhaité vous présenter aujourd'hui sur cette question du patrimoine et en particulier de la relation avec les habitants et avec une population, qui est le projet qu'on a réalisé dans l'Anse de Polille. Donc c'est dans les Pyrénées-Orientales, près de Port-Vendre, au pied des Alberts. C'est le site des anciennes dynamiteries Nobel de Alfred Nobel, du fameux prix.
Donc un site dans un paysage assez remarquable, site classé, et occupé jusqu'aux années 80, pendant à peu près une centaine d'années, par une industrie, et qui plus est, une industrie avec un certain niveau de dangerosité, de pollution conséquente, etc., puisqu'il s'agissait de produire de la dynamite. Donc dans les années 80, le Conservatoire du littoral a acquis ce site-là, et puis dans les années 2000, il portait un projet avec le Conseil général où les orientations étaient assez contrastées entre ces deux porteurs de projet. Le Conservatoire du littoral, propriétaire, voulait aller, lui, vers un site naturel. Vraiment une totale reconquête environnementale et naturelle du site. Et le Conseil général, qui voulait en faire un lieu fort, un domaine public départemental fort, était soucieux, lui, de la préservation de la mémoire industrielle et de la mémoire ouvrière. Donc en fait, au moment du concours, on a souhaité répondre au point de synergie entre ces deux dimensions, et on a appelé le projet « L'avenir d'une mémoire », en disant que finalement, retourner vers un état où en tout cas le paysage et la nature retrouvaient une partie de leur place dans le site, finalement, là, dans ce cas-là, c'était justement le futur du site. Et voilà, et de chercher un point d'équilibre entre les deux. Donc on s'est engagé dans un projet de régénération du site, avec une déconstruction sélective des bâtiments, et puis tout un travail sur les composantes paysagères pour réinstaller une nouvelle trame paysagère et bâtie qui permet d'installer des nouveaux usages extrêmement variés, puisque on a souhaité justement que ce projet, et les maîtres d'ouvrage aussi, puisse convenir aussi bien à des habitants proches qui viennent y pique-niquer en famille, etc., qu'apporter aussi des réponses à des gens de passage, des excursionnistes, donc découvrir justement l'histoire du site, et puis tisser toute une trame de lieux à vivre, voilà, en jouant entre le patrimoine bâti et des lieux très ouverts, au contraire des lieux très intimes, etc., pour qu'on puisse y passer aussi bien une heure qu'une journée, finalement. Voilà. Donc ce projet qu'on a appelé de régénération douce a été développé et plutôt couronné de succès, et notamment un des points sur lesquels je voulais insister dans la démarche d'association, je ne dois pas, voilà, des populations locales, c'est que ce concept de l'avenir d'une mémoire, voilà, c'était effectivement ce que on s'appuie sur la démarche d'interprétation, donc voilà vraiment notre concept guide pour l'ensemble du projet. Mais il y avait aussi un projet d'interprétation au sens plus habituel du terme, qui a donné lieu à une expo et à toute une scénographie de plein air. Et en fait, notre choix, ça a été d'associer dans le comité scientifique, en fait, d'une part une historienne et des représentants des associations des anciens ouvriers, à qui on a confié justement on a travaillé avec eux, et on a confié à un moment des missions, y compris de choix, de certains documents qui seraient produits dans le projet, et notamment ces photos que vous voyez là, qui ont été en fait transformées en grandes fresques qu'on retrouve à 2 ou 3 endroits assez clés dans le site, notamment à l'entrée du site, qui donc évoquent les heures industrielles du site. Donc des personnes qui ont aussi été bien évidemment saluées au moment et mises en lumière au moment de l'inauguration, et qui sont du fait non seulement de leur participation justement dans cette étape de connaissance et de préparation du projet, mais parce que la valeur
l'attachement que eux avaient pour le site a finalement été réellement mis à l'honneur dans la réalisation finale, par ces photos, par une exposition, par le fait qu'il y a tout un tas de petits détails, de petites traces qui ont été mises en valeur, etc. Finalement, ils sont devenus les premiers ambassadeurs du projet. C'est-à-dire qu'ils ont été les premiers relais vis-à-vis de l'ensemble de la population locale. Et en l'occurrence, elle était éminemment concernée parce qu'un site industriel comme ça, qui est là pendant plus d'un siècle et qui a une activité aussi particulière, forcément, ça marque la mémoire collective. Tout le monde avait quelqu'un dans le coin qui avait travaillé là-bas. Il y avait eu des accidents, etc. Donc, c'était vraiment un lieu significatif pour les populations locales. Et donc, cette pleine implication, en fait, des personnes pour qui ça avait une valeur, a permis qu'ils se fassent le relais auprès de l'ensemble de la population de la valeur et de l'intérêt qu'ils trouvaient au projet. Et puis, ils ont été tout simplement les premières pierres du développement de la notoriété du site. Donc, c'est un site qui, quand il a ouvert, le Conseil général s'attendait à avoir 80 000 visiteurs. Il y a tout de suite eu un énorme succès et on est, je crois, plutôt autour de 250 000 chaque année. Et c'est un site qui, parce que justement il a su trouver cet équilibre entre patrimoine, mémoire industrielle, sites de nature et sites de visite qui s'offrent comme ça très généreusement, est devenu un site référent aussi bien pour le Conservatoire du littoral en termes de régénération environnementale et paysagère que pour le Conseil général, qui continue à en faire un de ses points d'ancrage en fait. Parce que du coup, autour, ça a permis de bouger, c'est-à-dire que comme le site était requalifié, le Clos de Poly, par exemple, qui sont les vignobles qui sont au-dessus du site, a pris éminemment de valeur, au point qu'ils ont été rachetés par une très grande entreprise, en tout cas, une personne d'une très grande entreprise du luxe français. Ça a permis de redynamiser tous les restaurants alentours, de boucler le sentier du littoral et donc de redynamiser là aussi la fréquentation. Ça a généré derrière tout un travail au moment de la préparation du PLU de Port-Vendre, là aussi pour vraiment tisser très finement les liens. Et aujourd'hui, moi, par exemple, je vais retravailler dans le secteur sur le phare du Cap Béar. Et bien évidemment, la question qui se pose, c'est comment on fait travailler ces deux sites-là de nouveau en synergie. D'accord. Un dernier élément peut-être, parce que non, voilà. je crois que je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Voilà, l'exemple est tout à fait intéressant. Est-ce que vous avez ajouté, pour terminer aussi, sur non seulement toute cette dimension d'appropriation, enfin de travail avec la population, avec les associations d'anciens, voilà, c'est intéressant, mais aussi mine de rien aussi l'aspect retombée économique et la cohérence globale du site. Alors, je vais peut-être pas pour... Oui, voilà. Non, sur ce sujet-là aussi, votre voisin, Monsieur Lagarde, Philippe Lagarde, de l'autre côté plutôt, voilà, a été très actif depuis maintenant un certain nombre d'années, donc sur un territoire très différent, mais qui a aussi comme avantage de marier du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, ce qui était aussi le cas de Lens que vous avez présenté. Donc vous êtes maire des Aisies, donc en plein cœur je ne sais pas si c'est tout à fait en plein cœur, mais dans une vallée connue dont vous allez nous parler. Voilà, et engagé donc alors même que la reconnaissance patrimoniale elle est là depuis maintenant un certain temps, donc de nouveaux épisodes se sont ajoutés, je parle bien sûr du classement du site et puis surtout de la labellisation dans laquelle vous êtes engagé. Voilà, donc pourquoi ces outils de plus par rapport à un espace qui était déjà reconnu comme patrimonial? Est-ce que c'est une affaire de calendrier? C'est-à-dire que peut-être les temps ont changé aussi par rapport à la manière dont aujourd'hui on conçoit une gestion territorialisée du patrimoine. Et puis je vous attends, et nous vous attendons tous aussi sur ce que vous m'avez raconté en matière d'implication des acteurs. Et vous avez parlé des viticulteurs à l'instant. Dans beaucoup de territoires, les acteurs qui contribuent largement au patrimoine et entre autres au paysage sont les agriculteurs. Voilà. Monsieur Lagarde. Bien, merci. Je vais essayer d'être synthétique parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc oui, les Aisies, juste pour situer la vallée de la Vézère, pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement,
Les Hésies, c'est une petite commune de 800-900 habitants, et c'est là où on a trouvé les sépultures de l'homme de Cro-Magnon. Donc là, et puis dans la même vallée, vous avez Lascaux, qui a été évoqué tout à l'heure, donc et les grottes ornées, effectivement, et donc tous ces sites sont inscrits à l'inventaire du patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis 1979. On a en fait sur la vallée beaucoup de patrimoine. Il est à la fois paysager, archéologique, aussi du bâti féodal. Enfin, on en a beaucoup, et on a beaucoup de classements et de protections en fait depuis des décennies. Donc les gens sont habitués aux protections, mais ils les ont plutôt subies en termes d'acteurs locaux ou d'élus. Et en fait, il y a eu un empilement des sites Natura 2000, les SNIEF, les sites classés, etc. Et donc, à un moment donné, on n'y voit plus très clair dans le temps. Et puis, finalement, chaque fois qu'il y a eu une présentation par l'État d'un principe de protection supplémentaire, il était mal vécu par les acteurs locaux. Je me rappelle, parce que moi, je suis un vieil élu depuis plus de 20 ans, et chaque fois, c'était une levée de boucliers, notamment du monde rural, puisqu'on est en territoire très rural. Et donc, on voyait plutôt une contrainte qu'un atout. Et c'est vrai qu'aussi, l'activité aujourd'hui qui est le principal vecteur d'économie, c'est le tourisme. Et donc, on n'est pas dans la recherche de tourisme supplémentaire, puisqu'on a à peu près 2 millions de visiteurs sur la vallée par an. Donc, c'est énorme. C'est plutôt de le juguler, de le maîtriser, et surtout de le maintenir. Et donc, je reviens à mon histoire de protection. Ce qui était un handicap pour les gens du territoire, parce qu'on ne peut pas construire comme on veut, parce qu'on ne peut pas travailler sur son exploitation, enfin, où on ne peut pas chasser, on ne peut pas pêcher, on ne peut pas aller chercher les champignons chaque fois qu'on nous présente une protection, dans les années 90 et début des années 2000, probablement maladroitement par l'État, je pense, et puis sans doute un manque de temps et de dialogue, ça a échoué, à part les protections que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont plus souvent imposées. Et donc, en 2008-2009, l'État a fait une nouvelle approche dans le cadre d'une démarche, a proposé, après une étude paysagère d'un cabinet d'études qui s'appelle Mandragore, qui est à Bordeaux, donner un paysage à la préhistoire. Et donc, faire que, en fait, les visiteurs qui arrivent sur la vallée puissent avoir naturellement un lien avec les sites et le patrimoine. Et donc là, les acteurs locaux ont compris la dimension économique possible du projet. Il a fallu convaincre, on n'est pas encore dans le label. On a avancé quand même parce qu'on a depuis 2 ans, à peine, même pas 1 an et demi, obtenu un classement de 28 000 hectares sur la vallée, 11 000 hectares en site classé et 17 000 hectares en site inscrit. Donc c'est énorme, et ça c'est une culture qui est nouvelle parce que avec des délibérations ça concerne 37 communes, le périmètre du site labellisable, et 29 communes qui sont impactées par les sites classés, sites inscrits. Et il y a eu donc consultation avec les élus locaux, bien sûr, même si les délibérations n'ont pas une valeur d'opposition à la démarche, mais il n'empêche que 24 communes ont délibéré favorablement après 3 ans de travail, de dialogue, de concertation. Ça ne s'est pas fait tout seul parce que, bon, il a fallu... On a mis en place un système de co-gouvernance avec l'État et les élus, un système de comité de pilotage, des groupes de travail sur des thématiques, en associant le plus largement possible les acteurs locaux, associatifs, socio-professionnels, et j'en passe. Et donc, pour que les gens du territoire commencent à comprendre la dimension économique possible et de renverser le processus, donc de ce qui était un handicap devenir un atout commercial pour l'avenir. Parce que, en fait, une des difficultés qu'on a aussi, c'est que les sites que j'ai évoqués tout à l'heure par rapport à l'UNESCO ne sont pas des sites visibles, ils sont souterrains. Donc, il y avait urgence de protéger les abords, et donc d'avoir une politique cohérente en matière d'urbanisme et de gestion des flux touristiques. Donc, si on n'avait pas fait ça, ou si on ne lance pas ça, quelque part, on se tire une balle dans le pied, parce que ça veut dire que dans les années à venir, si on ne maîtrise pas ça, en fait, on est en train de tuer la poule aux œufs d'or. Et donc, les acteurs du territoire ont compris cette dimension-là, et ont compris aussi que l'enjeu aujourd'hui, il est plus industriel ou artisanal, il est économique, touristique. Donc, on travaille là-dessus, sur cette approche-là. Alors, c'est vrai qu'on est en territoire rural et qu'un des principaux écueils, c'est à la fois les porteurs de projets et c'est à la fois le monde agricole. Et on a besoin d'eux en plus sur cette démarche-là parce que le maintien des paysages, on veut dégager les fronts de falaises qui disparaissent progressivement sous le couvert végétal.
puisqu'il y a une déprise agricole. Et donc, le dégagement et le maintien sur les plateaux, on avait besoin de travailler avec le monde agricole, qui était plutôt vent debout dans les années 2008, en début de démarche. Les agriculteurs sont aussi souvent des acteurs locaux, des élus, donc on les retrouve à plusieurs niveaux de la chaîne. Et donc, on a pris le temps de travailler avec la Chambre d'agriculture. On a fait une pause de 2 ans, on a créé un groupe de travail spécifique au monde agricole, pour faire un travail d'inventaire, de recensement des exploitations qui étaient dans des sites classés ou qui allaient l'être dans le futur classement, de voir quels étaient leurs modes de fonctionnement et quels étaient leurs projets, s'ils les connaissaient, et voir comment ils pouvaient être impactés. Et donc la Chambre d'agriculture en fait a pris à son compte la démarche et a elle-même proposé un catalogue d'actions qui pourraient être éligibles dans le financement et dans le portage de la démarche Grand Site. Et donc finalement aujourd'hui on anime des tables rondes avec les agriculteurs, ce qui est très drôle. J'étais à l'école d'architecture à Bordeaux pour présenter la démarche avec la Chambre d'agriculture. Donc parce qu'ils y voient un enjeu économique. Certes, il y a des contraintes, il y a des freins, mais ça devient un projet de territoire et il y a un certain nombre d'actions qui sont éligibles. Donc, travail avec le monde agricole, travail aussi avec tous les gens qui vivent sur le territoire, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, on ne peut pas le faire sans eux. On a mis en place un guichet unique, puisque la structure qui porte aujourd'hui la démarche, c'est le Pôle international de la préhistoire, et au sein du Pôle international de la préhistoire, il y a un guichet unique qui se réunit à peu près une fois par mois, où siègent le CAUE, la DDT, les services d'instruction et urbanisme, etc. Et donc les porteurs de projets viennent en amont, y compris bien sûr, les représentants de la Chambre d'agriculture, et donc viennent présenter leur avant-projet, et on le fait évoluer pour que, au dépôt de la demande de permis, on ne se trouve pas dans un dialogue de sourds ou dans des conflits, et donc pour que l'instruction du dossier suive plus facilement. Donc beaucoup de communication avec les professionnels, les notaires, les agents immobiliers, des expositions, grande concertation aussi avec les secrétaires de mairie qui sont le premier bureau d'accueil sur les instructions de dépôt de demande de déclaration de travaux, de permis de construire, etc. Donc un travail de territoire qui avance bien. Et donc, ce que je voulais dire, en fait, c'est ça le sens de mon intervention, c'est qu'on est passé d'une situation où même si on était trop riche presque de patrimoine, et donc il était là et on avait tendance à le trouver plutôt contraignant et à le subir. Et progressivement, on renverse les choses, et donc aujourd'hui, ça devient un atout économique. Voilà, un petit peu. D'accord, merci beaucoup, parce qu'effectivement, hein, chaque territoire a ses particularités. Il y a des territoires, comme Madame Gatel le disait tout à l'heure, qui sont un peu, moi j'appelle ça des délaissés, hein, dans lesquels le tourisme peut être une réponse économique parmi d'autres, bien sûr, et d'autres ont plutôt un patrimoine envahissant, en tout cas subi comme tel à un moment, avec un tourisme très important, voilà, qu'il faut canaliser. Enfin voilà, donc je pense que vous avez très très bien expliqué comment l'ensemble aujourd'hui d'un territoire se réunit autour de la table pour faire projet, et puis avec quand même un volontarisme, je pense, politique local qui n'est pas toujours si commun. Oui, il y a une petite question aussi. Vous m'aviez parlé aussi d'un dispositif financier permettant de compenser aussi certains surcoûts. C'est parce qu'il n'y a jamais complètement de philanthropie dans les questions patrimoniales. Et donc, si vous voulez, on est sur la construction d'un plan de financement. Quand on est labellisé Grand Site, après, on a une labellisation pour 6 ans et on peut mobiliser un certain nombre de fonds dans le cadre de plan État-région ou au niveau de l'Europe sur un certain nombre d'actions. Là, préalablement à la labellisation, on a essayé de contourner les freins, notamment j'ai évoqué le monde agricole. On a fait un vrai travail de marketing avec eux, c'est-à-dire que, ou même les pétitionnaires, ils vous disent « mais oui, mais moi je veux bien, par exemple, faire un bardage bois ou une insertion paysagère de mon bâtiment dans le paysage, puisqu'il y a un enjeu patrimonial et paysager. J'ai un surcoût, comment je fais ?» Donc on a abordé ces questions-là et les collectivités sont prêtes une fois qu'on a évalué ce surcoût, à cofinancer, si vous voulez, à prendre en charge ce dépassement qui n'est pas si important que ça, parce qu'on peut faire de l'insertion paysagère sans avoir forcément un bâti de caractère. Et donc ces questions-là ont été abordées. Sur la LOZ aussi,
puisqu'on a des bâtiments qui sont couverts en lauzes, en pierre sèche, et donc on veut absolument garder au moins le savoir-faire et puis maintenir ces bâtiments-là. Et donc ces surcoûts font partie des actions, des plans de financement, également des veilles foncières pour le monde agricole, etc. Donc on intervient dans ces financements-là avec l'État et les collectivités sur ces questions-là, qui sont des éléments de blocage de territoire et qu'on a voulu contourner. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que je l'avais évoqué avec vous l'autre jour au téléphone. On est dans une démarche de labellisation Grand Site. Alors on pourrait dire oui, mais tout le monde n'a pas forcément ne remplit pas le cahier des charges pour être labellisé Grand Site de France et donc n'a pas forcément la possibilité de mobiliser les mêmes financements. Mais je pense que cette démarche collective État, région, département et collectivité sur un plan avec des enjeux financiers qui sont mobilisables sur un cahier d'orientation et d'action peut suffisamment être motivant pour les élus et les acteurs du territoire pour construire une démarche sans forcément aller vers un label, mais qui peut être duplicable, à mon avis, dans le même processus. D'accord. Merci, Monsieur Lagarde. Alors, on parle de labellisation. Donc, je vais me tourner vers Monsieur Poisson, qui est en charge au ministère de la Culture des dossiers patrimoine mondial pour le volet patrimoine culturel, bien sûr. Vous auriez beaucoup de choses à nous raconter sur les impacts d'une labellisation et en quoi c'était ou non, hein, donc un moteur du projet territorial, on va dire que ça l'est par principe, mais je sais que vous avez aussi envie de ramener justement le citoyen, hein, cette particule élémentaire du territoire dans ce rapport au patrimoine. Voilà, donc voilà, de manière un peu générale, comment vous, en tant que représentant de l'État sur ces dossiers patrimoine mondial, vous placez le projet de territoire et à une échelle microscopique, l'habitant. Écoutez, oui, je ne suis pas si bien placé que vous le pensez pour dire ce qui se passe après et comment c'est géré au quotidien dans les territoires, parce que moi, mon intervention se situe avant les inscriptions au patrimoine mondial. Je suis chargé de donner un avis, de conduire un petit peu, pour une part, la construction de ces dossiers de manière à ce qu'ils collent avec les critères internationaux et avec la perspective du patrimoine mondial. Et évidemment, ça oblige aussi à une certaine discipline de réflexion et de cadrage des arguments. Et ça nous ramène, si vous me permettez, au fond, à la définition même de ce que c'est que le patrimoine, qu'il soit mondial, national ou local. Je veux dire, on perd parfois cette notion. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est un objet matériel, c'est quelque chose, c'est une construction, c'est un paysage, on l'a rappelé assez, ça veut dire une ville, mais elle n'est patrimoine qu'autant que nous la revêtons de qualités qui n'existent que dans notre esprit, et que, en quelque sorte, cet objet matériel doit être associé à un récit, et à un récit partagé. Il n'y a pas de patrimoine s'il n'y a pas partage du récit correspondant dans la collectivité à l'échelle d'appréciation de cet objet patrimonial. Et c'est évidemment les dossiers du patrimoine mondial ont ceci de fascinant, c'est que la question qui est posée, c'est comment se construit un récit mondial. Comment est-ce qu'un objet, quel qu'il soit, peut être intelligible, peut être associé à une expérience partagée dans le monde entier. Je ne suis pas sûr, pour vous dire, que nous en soyons encore arrivés à une culture universelle dans laquelle tout le monde est de plein pied et que les objets culturels restent encore longtemps, comme on nous l'a bien dit, des expressions locales et nationales. Et c'est vrai que l'histoire du patrimoine est d'abord tout l'histoire des patrimoines nationaux, l'histoire des identités nationales, et d'ailleurs avec tous les travers que cela peut supposer. Mais ce qui est évidemment important, c'est de comprendre aussi quand il y a un projet territorial, qu'il y a un projet de patrimoine, c'est finalement qui porte le récit associé à ce patrimoine. Parce que, évidemment, l'acte de patrimonialiser, qu'il soit d'ailleurs national ou mondial, comment dirais-je, consacre une valeur, consacre finalement donc une manière de regarder les choses, une manière
ce récit finalement. Et on peut très bien imaginer qu'il y a différentes formes et différentes appropriations, différents discours, différents angles d'attaque qui ne sont pas toujours compatibles. Je prends simplement un exemple. On a beaucoup parlé du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, un dossier absolument passionnant, et qui, au départ, évidemment, est porté par une mémoire locale, par une mémoire d'une vie de travail, d'une tradition d'un travail très particulier, très, très spécifique, etc. Et on ne peut pas dire qu'on entrait là de plein pied dans des catégories patrimoniales associées à un récit national tel que celui qui pouvait être celui des cathédrales, des châteaux forts, que sais-je. Et donc, on a, à mon avis, un objet patrimonial qui est issu d'une vision très intime, d'une expérience collective dans une région donnée, et qui d'ailleurs s'est manifesté dans une demande patrimoniale au moment même où c'est la pire des crises finalement saisit ce paysage, puisque son usage disparaît, puisque toute l'infrastructure industrielle disparaît. Il faut savoir quand même que dans le bassin minier, il existait 178 carreaux de fosse et qu'il n'en reste que 4. Et encore, 3 d'entre eux ont été sauvés parce que le directeur du patrimoine de l'époque, un samedi de 1992, avec Claudine Cartier, est allé faire une tournée de la dernière chance et a fulminé des instances de classement qui ont sauvé le 9-9 bis d'Oigny, le 11-19 de Los et la fosse d'Arimbert à Wallers. J'espère d'ailleurs que nous serions encore capables d'un tel volontarisme, je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais donc... Comment est-ce que, à propos d'un dossier comme celui du bassin minier, comment est-ce que cette expression finalement qui vient du vécu, du ressenti, du récit intime d'une région, d'une communauté de travail, d'un métier, d'une industrie, comment est-ce que de cela on fait un récit mondial? Comment est-ce que le tourisme, finalement, qui devient le vecteur, finalement, de communication mondiale par lequel ces valeurs s'échangent et se communiquent, comment est-ce qu'on va projeter ce bien? Parce que finalement, l'ambition, c'est d'en faire un levier de développement économique. Et c'est aussi que les gens viennent voir ce paysage industriel qui a longtemps été un repoussoir en termes d'habitat, en termes de style de vie, en termes de poussière de charbon, tout ce que vous voudrez. Il faut en faire un objet qui est digne de considération, qui est digne d'admiration. Hein, les merveilles du monde, enfin les nouvelles merveilles du monde que sont le patrimoine mondial, ce sont les choses mirabilia, les choses qui sont dignes d'être admirées, parce qu'elles sont en harmonie, nous disaient les personnes d'Angers l'autre jour. Alors, comment est-ce qu'on peut construire ce récit et comment, finalement, on va faire venir le monde entier, entre guillemets, venir voir ces objets. Je pense que c'est important moi, je ne suis ni un élu, ni un responsable, et je n'ai pas à gérer. Je suis un peu un technicien du patrimoine, on peut me demander mon avis sur la manière de le conserver, mais je ne sais pas comment tout cela se met en œuvre vis-à-vis du public ou vis-à-vis de la population concernée, mais c'est important de considérer qu'il n'y a pas de patrimoine s'il n'y a pas un récit partagé, et partagé par quelqu'un, par une communauté locale, par une communauté nationale ou régionale, par finalement un public mondial. Et ça, c'est important parce que c'est quelque chose qui se construit. La mémoire, l'identité, le vécu, le ressenti sont des choses mouvantes qui s'entretiennent, qui se construisent, qui se perdent. Et s'il n'y a pas finalement une attention à ça, s'il n'y a pas la perspective de que nous construisons une valeur susceptible de réunir, susceptible d'être partagée, eh bien, finalement, nous sommes en porte-à-faux, à mon avis. Nous conservons des pierres, mais des pierres qui sont des simples artefacts qui ne seront pas des patrimoines. Merci pour cet éclairage important sur cette dimension sociale et sur certains aspects de cette dimension sociale. Alors, pour
pour entretenir ces valeurs. Vous avez parlé d'identité, de fierté d'identité. Alors c'est vrai que c'est toujours un mot qu'on emploie avec beaucoup de précaution. Mais monsieur Baudu, donc vous êtes élu, donc c'est un compatriote auquel je m'adresse, puisque même si j'habite Angers, je me sens quand même ligérien. Et voilà, donc, et je vais accessoirement régulièrement à Blois, à l'école du paysage. Donc vous êtes élu maire de la chaussée Saint-Victor et puis donc élu vice-président donc à la communauté d'agglomération, en charge donc de ces questions d'aménagement, de planification urbaine et en charge entre autres du SCOT. Je crois savoir, pour avoir entendu donc Christophe de Gruel, je vous en parlais tout à l'heure, que le paysage a été retenu par la communauté d'agglomération comme un élément culturel favorable au projet de territoire. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu ce point et bien sûr quelques autres si vous voulez? Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être pour vous resituer quelques éléments du territoire du Blésois, puisqu'on parle d'Aglopolis, un terme peut-être un peu abscon pour un certain nombre d'entre vous. Effectivement, c'est le nom de la communauté d'agglomération de Blois. Mais le SCOT va au-delà de la simple communauté d'agglomération, puisque regroupe 2 intercommunalités. Un territoire qui fait 65 communes et 130 000 habitants à peu près, et qui possède 2 locomotives patrimoniales, 2 génies, finalement, j'aime bien aimer le terme. On a un territoire qui est traversé par un petit cours d'eau intéressant qui s'appelle la Loire, donc classé patrimoine mondial depuis quelques années. Et puis on a 4 belles demeures anciennes que sont les châteaux de Chambord, Cheverny, Chaumont-sur-Loire et bien entendu Blois. Donc on a finalement ces éléments patrimoniaux majeurs qui n'ont pas été neutres dans nos réflexions et nos travaux en vue d'établir un projet de territoire. Quand on a dû travailler il y a maintenant 5 ans à l'élaboration d'un nouveau SCOT, qui est donc finalement la vision, la projection, le projet de territoire à 15 à 20 ans. Et on a dû répondre finalement à cette fameuse question, ce dilemme dont parlait Madame Langlois tout à l'heure, entre développement et préservation, un dilemme très important sur un territoire. Et face à cela, finalement, l'élément déclencheur de notre réflexion, ça a été le point de départ, finalement, ce qui nous a incité à travailler, ça a été ce classement patrimoine mondial de cette très belle Loire, qui a été bien entendu pour nous une vraie catastrophe, puisqu'il a fallu que nous, les élus, nous mettions à réfléchir, chose qui était effectivement un petit peu novateur sur le territoire. Je prends un peu de provocation, bien sûr, pour réveiller la salle. Et donc, bien entendu, c'était effectivement un exercice intéressant et important, parce qu'il a fallu effectivement avoir une autre façon de considérer notre territoire et d'imaginer le développement de celui-ci. Parce que finalement, quand on regarde comment on travaillait il y a encore quelques années, il y a 5-10 ans sur des projets de territoire, quand on travaillait sur des SCOT ou d'autres éléments de planification, et quand on avait l'habitude, j'allais dire, de retranscrire ces objectifs, ces projections de territoire sur une carte, on sortait ces crayons de couleur, on sortait assez facilement les crayons noirs, bleus et rouges, et sur cette belle carte, on dessinait facilement les communes de nos territoires, on dessinait aussi les capacités d'extension urbaine, avec les nouvelles zones d'habitat, on sortait encore des beaux crayons pour dessiner les futures zones d'activité économique, les grandes infrastructures routières, ferroviaires, permettant de porter le développement du territoire. Et quand il nous restait un peu de place sur cette carte, ou quand il nous restait un peu de temps pour dessiner, eh bien, on sortait les crayons verts et jaunes pour dessiner en jaune les espaces agricoles, et puis en vert, quelques espaces naturels qu'on considérait malgré tout comme assez sensibles ou assez significatifs sur notre territoire. Donc voilà comment on imaginait et comment on travaillait il y a encore 5 ou 10 ans. Et bien entendu, avec notamment le classement patrimoine mondial, mais aussi avec une certaine maturité des élus qui maintenant sont certainement beaucoup plus sensibilisés aux questions patrimoniales et aux questions paysagères, eh bien on a renversé finalement, vous en avez parlé tout à l'heure, mais on a renversé notre façon d'imaginer, de voir et de se projeter en termes de développement sur notre territoire. Et donc on n'a pas cassé nos crayons noirs, bleus ou rouges, mais on a d'abord sorti nos crayons verts et jaunes pour dessiner sur une carte ce qui faisait notre force, notre valeur identitaire, patrimoniale et paysagère. Et une fois qu'on a sorti qu'on a dessiné notre carte, eh bien, on s'est mis effectivement à imaginer un développement
compatible avec ce qui était notre identité paysagère et patrimoniale. Ça a été ça, finalement, j'allais dire, le vrai travail que nous avons mis en place sur le Blésois. Ça a été de renverser la lecture du territoire pour faire en sorte que notre développement soit forcément compatible avec ce qui faisait notre force, notre identité, avec ce qui a été dit assez justement tout à l'heure, avec ce que l'on est. Parce que c'est ça, peut-être, le patrimoine, c'est ce que l'on est. Et donc, ça a été un exercice important parce que et difficile à un moment donné au niveau des élus, parce qu'il a fallu faire des choix, des arbitrages. L'agglomération de Blois sur cet axe ligérien est coincée un peu entre, parce qu'on a une agglomération de 130 000 habitants, elle est coincée entre Tours et Orléans, qui sont à peu près à 60 km à distance égale de Blois, de part et d'autre, donc très proches, et des agglomérations qui sont plutôt autour de 300 000 habitants, des fortes agglomérations. Et il y aurait eu à un moment donné une tentation de se dire, bah, finalement, pourquoi pas avoir un développement identique, d'essayer de courir derrière un développement pour être concurrentiel avec ces grandes agglomérations. Et on s'est dit que finalement que non, que notre spécificité, notre originalité, notre force, c'était de préserver ce que l'on était, ce qui faisait finalement l'attractivité de notre territoire, l'originalité, je le redis. Et on s'est dit, bah voilà, on n'a pas à être concurrentiel par rapport à ces deux grandes agglomérations. On a une spécificité, on a une originalité, on a des éléments patrimoniaux majeurs, et on va effectivement se baser par rapport à cela pour développer notre territoire. Et ce qui nous a incité, ce qui nous a finalement aidé à cela, ça a été, j'allais dire, l'après-classement patrimoine mondial. Parce que pour beaucoup d'élus, sur le Blésois notamment, quand on a obtenu ce classement, on s'est dit, ça y est, on y est arrivé, ça y est, c'est la consécration, alors que finalement, c'était pas la fin de tout, c'était le début de tout. Et derrière, il a fallu effectivement se mettre en capacité sur le projet de territoire pour effectivement avoir des vrais outils. Et je dois signaler et je dois dire ici que la mission Val-de-Loire qui a été mise en place sur le territoire pour accompagner, aider et veiller à la qualité de ce qu'on allait faire sur le territoire du Val-de-Loire, sur deux régions, eh bien, a été un appui important et essentiel avec le plan de gestion Loire, avec la fameuse VUE et avec la prise en compte de la VUE pour nous aider à réfléchir. Et on est parti finalement des exigences du patrimoine mondial sur le Val-de-Loire pour les tirer au-delà des coteaux. Pour se dire, ben finalement, là, on a un outil merveilleux, on a des prescriptions, on a des orientations. Faisons en sorte que ces orientations qui s'appliquent à la Loire, mais cette exigence qualitative, cette exigence patrimoniale et paysagère, on puisse la retrouver au-delà sur d'autres territoires, puisque sur notre territoire du Blésois, en dehors de cet axe ligérien important, eh bien, on a la fin du plateau de Beauce qui vient mourir sur le Val-de-Loire. On a la Gâtine-Tourangelle, on a la Sologne qui démarre à partir de Blois. Donc, on a d'autres éléments ou d'autres rivières avec des vallées à protéger, à mettre en valeur. Et donc, on s'est dit, bah, finalement, partons de cela pour étirer cette exigence sur l'ensemble de notre territoire, pour faire en sorte de préserver cette spécificité, de la valoriser. Pas pour en faire un musée à ciel ouvert ou à ciel fermé en fonction des éléments naturels ou patrimoniaux, mais en faisant en sorte qu'ils soient effectivement des éléments de développement, d'attractivité, parce que ce qui fait notre territoire, c'est l'attractivité, son cadre de vie, sa qualité de vie, pour être attractif en termes de développement économique traditionnel, industriel ou tertiaire, développement touristique, mais aussi développement économie résidentielle. On a la capacité, si on préserve notre territoire, de pouvoir attirer des habitants qui viennent vivre sur nos territoires, qui viennent vivre et peut-être travailler ailleurs. On est proche donc des deux grandes agglomérations que je citais tout à l'heure. On n'est pas très loin de Paris, donc on a une carte à jouer dessus. Et il fallait absolument qu'on préserve cette qualité de vie par le biais de l'exigence patrimoniale et paysagère pour faire en sorte de travailler notre originalité, notre spécificité. C'est ce que l'on a écrit dans notre projet de territoire. Si j'ai 2 secondes, je peux vous parler un petit peu de la population, de l'association de la population. Vous avez 1 minute 20. Alors, 1 minute 20, vous dire que bien entendu, c'est un exercice qui est mené, porté, piloté par des élus, avec des partenaires importants. Vous avez parlé de la Chambre d'agriculture, ça a aussi été un acteur important pour travailler avec les acteurs pour définir ce projet de territoire, mais la population, il faut l'associer. Alors certes,
nous, les élus, on est les représentants de la population, on a été élus pour ça. Mais forcément, il faut associer la population avec des exercices de pédagogie j'allais dire, à grandeur réelle sur le territoire. Alors, on a fait beaucoup de balades paysagères, beaucoup de séminaires, de sensibilisation. Mais vous savez, il y a des choses très concrètes, très pratiques, qui illustrent bien et qui témoignent, j'allais dire, de l'intérêt que peuvent porter les territoires à la prise en compte des éléments patrimoniaux paysagers. Toujours sur cette loi patrimoine mondial, peut-être que l'élément le plus important et le plus significatif qu'on a fait ces dernières années, porté par des demandes d'élus et réalisé sur le territoire, ça a été non pas d'investir des millions dans la rénovation de nos châteaux mémorables, mais ça a été d'investir quelques dizaines de milliers d'euros dans la destruction d'une station-service le long de la Loire, à proximité de Blois, qui était devenue une friche, une verrue, que tout le monde voyait bien sûr en négatif. Et à partir du moment où on a pris en compte cet intérêt-là, que l'on a détruit, les gens ont dit oui, voilà, il faut vraiment faire, à travers des actions comme ça, mettre en place et prendre en compte la qualité de ce qui nous entoure, et c'est vraiment un élément important. Deuxième élément, on a fait en sorte que sur cette Loire, qui se refermait sur elle-même, avec une végétation des fois trop abondante, on a recréé des fenêtres sur la Loire, pour faire en sorte que la Loire à vélo qui parcourt notre territoire, qui est un élément touristique, soit un élément également partagé par les habitants et qui puisse effectivement retrouver le contact à la Loire, parce que même si ces circuits longeaient la Loire, on n'apercevait pas toujours la Loire. Donc tout ça, c'est des contacts qu'on a eus avec les habitants, et par des actions concrètes. On n'a pas fait que des discours, on a fait des interventions sur le territoire pour faire en sorte que les habitants soient connectés à cette réalité-là. Je pourrais en parler encore, mais... Oui, bah voilà. Mais je remercie d'ailleurs tous les intervenants donc d'avoir joué le jeu de propos concis. Il y aurait beaucoup d'autres choses à en dire. Ce que vous évoquez à l'instant me rappelle une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec la directrice de l'agence d'urbanisme d'Angers dans le rapport à la Loire, et y compris dans le rapport physique, c'est-à-dire la réouverture de baignades. Voilà, c'est aussi ça l'appropriation du patrimoine, c'est de revenir vers un patrimoine parfois vis-à-vis duquel on a pris une certaine distance pour X raisons. Voilà. Alors, peut-être, mais je vous demande de faire preuve de la même rigueur que nos intervenants, peut-être 2 questions ou 2 interventions avant d'inviter donc les participants à la deuxième table ronde à venir nous rejoindre. Avez-vous une question ou une intervention? Voilà. Sinon, ça peut attendre la fin de la deuxième table ronde, même si vous serez encore plus assaillis par l'hypoglycémie probablement. Mais néanmoins, d'accord. Voilà. Non, mais Madame Gatel, si vous voulez reprendre. Oui. Merci. Moi, j'étais extrêmement intéressée par la diversité des propos. Et qu'en même temps, le patrimoine, c'est tout à la fois des lieux remarquables, voilà, vous en êtes les représentants, mais ce sont aussi des lieux, quand je dis ordinaires, des lieux de la vie quotidienne qui deviennent quelque chose de remarquable. Et vous disiez, monsieur, en parlant du bassin minier, que voilà, c'était la vie ordinaire des gens, la vie d'une société, à un moment qui était une société industrielle, mais qui, en même temps, a donné place à des chefs-d'œuvre de la littérature avec Zola. Et moi, j'aime bien comparer, ou du moins cette image de l'écriture ou de Zola, qui racontait une société qui témoignait de ce qu'était la vie à un moment, et ça peut devenir une forme de chef-d'œuvre, parce que c'est quelque chose qu'on a à cœur de transmettre. Et je pense, dans l'exemple du bassin minier, c'est d'une audace absolue de penser qu'un bassin minier peut devenir un patrimoine mondial de l'humanité, alors que, on va dire, la plupart des gens, quand on parle de patrimoine mondial de l'humanité, on va citer des choses exceptionnelles que peuvent être plus près de chez moi, le Mont Saint-Michel, et ça n'a rien à voir avec la vie ordinaire des gens. Voilà. Donc, je trouve que pouvoir montrer que tout peut devenir objet d'attirance dès lors qu'il fait patrimoine, y compris un patrimoine industriel, le ramener à la vie et le remettre dans la vie des gens, y compris parce que tous les habitants pourront aller se baigner dans la Loire. Moi, je trouve ça formidable, parce que quand on dit que le patrimoine est un levier,
c'est sans doute pour des territoires isolés, et en tant qu'élu local, moi je raisonne en termes d'aménagement du territoire. Là où il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas eu d'infrastructure de mobilité, il n'y a pas eu d'activité économique, on trouve parfois des pépites de patrimoine, et il faut que les gens inventent quelque chose pour qu'il soit attractif. Et l'attractivité, pour moi, ce n'est pas que le tourisme, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'extérieur, qui passent et qui regardent, mais c'est aussi donner à des personnes envie de venir habiter quelque part, parce qu'on a une identité. Alors, ce mot-là, il est politiquement incorrect. Moi, je le revendique. Mais vraiment très fortement, parce que pour moi, avoir une identité, ça n'a rien de défensif, d'agressif ou de communautarisme, mais bien au contraire. Nous sommes tous quelque chose ou quelqu'un. Nous sommes faits par notre histoire, qui peut être celle des paysages. Et les autres peuvent venir nous voir parce que nous sommes différents. Quand nous sommes le long de la Loire, on voit bien que la vie, les gens, les paysages, la culture, c'est une identité qui a été forgée. Quand on va chez vous, c'est encore autre chose. Quand on va dans la mine, c'est autre chose. Et moi, je trouve que cette identité, cette particularité, c'est ce que nous sommes. Et n'être rien, ou être banal, ou ressembler à tout le monde, ça n'a jamais fait le monde. Voilà. Donc moi, je crois à une identité positive, revendiquée, partagée, mais comme quelque chose d'accueillant et de bienveillant, et c'est nécessaire pour que on puisse avoir ce projet partagé. Merci Madame Gattel.